Quelles sont les trajectoires et les contextes de la décentralisation en Afrique? Bienvenue sur ma chaîne Solutions Gouvernance. Je suis Sékou Chérif Diallo, je suis sociologue. Ici, nous aborderons des sujets relatifs à la décentralisation et au développement local. Dans cette nouvelle vidéo, nous essayerons de retracer le cheminement historique des politiques de décentralisation en Afrique. Cette Afrique plurielle, multiple, une Afrique d'une grande diversité. De la décentralisation comme technique administrative au départ à la centralisation au lendemain des indépendances, nous essayerons de comprendre pourquoi la décentralisation était redoutée. Nous parlerons de déception des années 70, l'échec des programmes de développement intégrés à la fin des années 80, mais aussi la demande de démocratie des années 90 et bien d'autres aspects seront abordés. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous et partagez. Pour préparer cette vidéo, nous avons exploité les ressources documentaires de l'Institut de recherche l'IRAM et celles de Cités et gouvernements locaux unis. Au départ, en Afrique, la décentralisation a été conçue et mise en œuvre comme une simple technique d'organisation administrative et non comme une véritable politique. Nous le savons pertinemment que si la décentralisation est une politique, elle peut contribuer à changer le fonctionnement des systèmes politiques en place. En revanche, si elle n'est qu'une technique, elle ne débouchera dans le meilleur des cas que sur la rationalisation des structures administratives. Très souvent, afin d'asseoir leur emprise tout en préservant le modèle administratif préexistant, les pouvoirs coloniaux ont œuvré à la dislocation des liens traditionnels. Par conséquent, la décentralisation n'a été introduite que de manière limitée et discriminatoire. Les quelques structures décentralisées instaurées par le colonisateur étaient considérées par les populations locales non pas comme des organes d'auto-administration, mais plutôt comme des outils qui renforcent la présence coloniale. Dans l'ensemble des pays africains, le socle fondateur de l'administration territoriale a ainsi été forgé à partir du legs colonial. Confrontés aux multiples et urgents problèmes de moyens, de gestion administrative et de mise en place de structures étatiques, les pouvoirs publics africains issus des indépendances optèrent rapidement pour la centralisation, qui est perçue comme le mode opportun et tout indiqué à la fois pour maîtriser non seulement les données, mais aussi les orientations et surtout pour combler les manques et déficits de l'administration encore embryonnaire. Cela explique notamment dans les pays d'Afrique francophone la validation du modèle centralisateur hérité du colonisateur. Pour l'organisation territoriale, par exemple, la technique privilégiée adoptée par ces nouveaux pouvoirs fut la déconcentration. Cette déconcentration a l'avantage de pallier les inconvénients de la centralisation sans se démarquer de sa philosophie générale. Délibérément écartée ou au mieux conçue comme une simple technique d'administration vidée de sa substance politique et de sa portée démocratique, la décentralisation était redoutée. Le souci des nouvelles élites gouvernantes africaines était avant tout de consolider les nouveaux pouvoirs. Donc, l'idée de l'unité nationale était privilégiée et elle paraissait impliquer des mesures de lutte contre les solidarités tribales, locales ou régionalistes, perçues par ces élites gouvernantes d'alors comme incompatibles avec l'unité nationale. Les années 70 marquent dans la plupart des pays africains le début de la faillite de la gestion centralisée des affaires publiques.
Les États centraux ont de grandes difficultés financières et techniques à répondre aux besoins particulièrement en termes d'équipement et d'infrastructures des populations urbaines et rurales. Loin d'elles, ils connaissent mal leurs besoins et leur demandent peu leur avis. Souvent autoritaires, ces États africains installent au niveau local des services techniques et administratifs plus dans une optique de commandement que de service public. Ainsi, après la relative euphorie des années 60 liée à la construction des nations, les populations sont déçues et se désintéressent de l'administration nationale, qu'elles considèrent comme défaillante et souvent prédatrice. Pour répondre aux contraintes financières et techniques des services de l'État et accélérer le développement des zones rurales, les États africains, appuyés par l'aide internationale, mettent en œuvre massivement, dans les années 80, des programmes de développement intégrés. Majoritairement sur financement extérieur, gérés par l'administration centrale et mis en œuvre par les services techniques, ces programmes ont pour objet d'appliquer sur le terrain les orientations nationales en termes de développement économique et social. Malgré les moyens injectés et hormis quelques succès, ces programmes se révèlent globalement un échec. Les choix d'investissement, d'appui technique trop centralisés, trop extérieurs aux volontés et initiatives des habitants ne parviennent pas à déclencher une dynamique de développement local. Si l'État, via ses programmes, est plus présent sur le terrain, il ne parvient pas cependant à gagner en crédibilité. La plupart des opérations de décentralisation des années 90 en Afrique ont été motivées par des raisons politiques. La propagation du multipartisme aurait créé une demande pour une plus grande participation du niveau local dans la prise de décision. La demande d'expression se fait plus pressante. Les régimes à parti unique s'effondrent les uns après les autres. Les conférences nationales appellent à la mise en œuvre de processus démocratiques. En plus du multipartisme, il est exigé une implication plus grande des populations dans les décisions qui concernent leur vie quotidienne. Par ailleurs, l'aide internationale conditionne son appui à plus de démocratie dans les pays partenaires. Elle présente le multipartisme d'une part et les réformes de décentralisation d'autre part comme l'expression attendue de la volonté démocratique de ces pays. Si les injonctions des bailleurs de fonds ont indéniablement pesé sur la mise en œuvre des réformes politiques et administratives, il existe aussi des raisons historiques et politiques spécifiques à chacun des pays qui ont influé sur la décision de réformer les rapports entre l'État et les citoyens. La nécessité de remédier à des crises politiques fortes, voire de résoudre des conflits armés, représente un des fondements de la mise en œuvre des réformes de décentralisation dans certains pays. Redonner confiance en l'État, réconcilier les parties en conflit et répondre aux besoins d'expression des citoyens représente alors leurs objectifs principaux. C'est le cas par exemple au Mali, au Rwanda, au Burundi ou encore au Niger. Dans certains pays, la décentralisation a été mise en place pour répondre à des évolutions politiques animées parfois par des mouvements révolutionnaires, mais aussi pour répondre à une crise économique généralisée. Le pays en crise, centralisé et ensombré dans l'immobilisme économique et social, la décentralisation est perçue comme une voie de sortie permettant de valoriser les initiatives de toutes sortes. C'est le cas par exemple en Ouganda.
Les exigences des différentes composantes de la société civile ont aussi contribué à la décision d'entreprendre des réformes politiques et administratives, plus ou moins organisées mais actives. Dans certains cas, elles ont poussé les États à s'engager dans la décentralisation. C'est le cas par exemple en Afrique du Sud ou encore au Bénin. On distingue deux grands types de pays du point de vue des bases des politiques de décentralisation. Nous avons dans le premier groupe les pays où la loi fondamentale, à savoir la Constitution, fait explicitement référence aux collectivités locales comme un des niveaux de la gouvernance publique. Le deuxième regroupe les pays où la décentralisation est du ressort des lois et règlements des niveaux inférieurs à la Constitution. Dans les prochaines vidéos, nous aborderons les questions relatives à la démocratie locale, notamment le système politique local, la participation citoyenne, mais aussi les relations entre le pouvoir central et les collectivités décentralisées. Comme promis dans la précédente vidéo, le code des collectivités locales guinéen sera abordé dans les prochaines vidéos.